La servante écarlate, chapitre 7. La nuit m'appartient. C'est mon temps à moi, je peux en faire ce que je veux, pourvu que je reste tranquille, pourvu que je ne bouge pas, pourvu que je reste couché immobile. La différence entre coucher et se coucher. Se coucher est toujours pronominal. Même les hommes disaient j'ai envie de coucher, et pourtant ils disaient parfois j'ai envie de coucher avec elle. Tout cela est spéculation pure. Je ne sais pas vraiment ce que disaient les hommes. Je ne connaissais que leurs paroles. Je suis donc couché à l'intérieur de la chambre, sous l'œil en plâtre du plafond, derrière les rideaux blancs, entre les draps aussi lisses qu'eux, et je fais un pas de côté pour sortir de ce temps qui m'appartient. Sortir du temps. Pourtant, c'est bien ceci le temps, et je ne suis pas à l'extérieur. Mais la nuit est mon heure de sortie. Où irai-je? Dans un endroit agréable. Moira, assise au bord de mon lit, jambes croisées, la cheville sur le genou, vêtue de sa salopette pourpre, une boucle d'oreille ballante, l'ongle doré qu'elle se peignait pour être excentrique, une cigarette entre les doigts courts, au bout jauni. Allons prendre une bière. Tu me mets des cendres sur le lit. Si tu faisais ton lit, tu n'auras pas ce problème, réplique Moira. Dans une demi-heure, je vais remettre un devoir le lendemain. De quoi s'agissait-il? Psychologie, anglais, économie, nous étudions de tels sujets dans ce temps-là. Sur le plancher de la chambre, il y avait des livres ouverts face contre terre en désordre à profusion. Tout de suite, tu n'as pas besoin de te peindre la figure, ce n'est que moi. De quoi traite ton devoir? Je viens d'en faire un sur le viol au vent du samedi soir. Je répète, le viol au vent. Tu es tellement branché, on dirait une espèce de hors-d'œuvre. Vol au vent. Ha ha, fait Moira. Prends ton manteau. Elle le décroche elle-même et me le lance. Je te tape 5 dollars, d'accord? Ou quelque part dans un parc avec ma mère. Quel âge pouvais-je avoir? Il faisait froid dehors, nos souffles étaient visibles devant nous. Il n'y avait pas de feuilles aux arbres. Un ciel gris, 2 canards dans l'étang, maussade, des miettes de pain sous mes ongles, dans ma poche. C'est cela. Elle avait dit que nous allions donner à manger aux canards. Mais il y avait là des femmes qui brûlaient des livres. C'était en réalité pour ça qu'elle était venue, pour voir ses amis. Elle m'avait menti. Le samedi était censé être mon jour. Je me suis éloignée d'elle, boudeuse, pour m'approcher des canards. Mais le feu m'a attirée. Il y avait quelques hommes aussi parmi les femmes, et les livres étaient des revues. Ils avaient dû verser de l'essence parce que les flammes jaillissaient haut. Puis ils ont commencé à y jeter les revues empilées dans des cartons, pas trop à la fois. Certains psalmodiaient un chant, des badauds se rassemblaient. Leur visage était heureux, presque extatique. Le feu peut avoir cet effet. Même le visage de ma mère, pâle d'ordinaire, maigriot, paraissait vermeil et réjoui comme une carte de Noël. Et il y avait une autre femme, massive, avec une tache de suie le long de la joue et un bonnet tricoté orange, je me la rappelle. Tu veux en jeter une, chérie? M'a-t-elle demandé. Quel âge pouvais-je avoir? Bon débarras de toute cette calmelote, a-t-elle gloussé. D'accord? A-t-elle demandé à ma mère. Si elle veut, a répondu ma mère. Elle avait une façon de parler de moi aux autres, comme si je ne pouvais pas entendre. La femme m'a tendu une des revues. Sa couverture représentait une jolie femme, entièrement dévêtue, suspendue au plafond par une chaîne enroulée autour de ses mains. Je la regardais avec intérêt. Cela ne me faisait pas peur. Je croyais qu'elle se balançait comme Tarzan à une liane à la télé. Ne la laisse pas voir, a dit ma mère. Tiens, jette-la dedans, vite. J'ai lancé la revue dans les flammes. Elle fut ouverte et feuilletée par le souffle de la combustion. De grands lambeaux de papier se détachèrent, voguèrent dans l'air encore enflammé. Des morceaux de corps de la femme se transformaient en cendres noires, en l'air, devant mes yeux. Mais ensuite, que se passe-t-il? Mais ensuite, quoi? Je sais que j'ai perdu du temps. Il y a dû y avoir des seringues, des pilules, Mais ensuite, que se passe-t-il? Mais ensuite, quoi? Je sais que j'ai perdu du temps. Il a dû y avoir des seringues, des pilules, quelque chose de ce genre. Je n'aurais pas pu perdre autant de temps sans qu'on ne m'y aide. Vous avez subi un choc, m'ont-ils dit. Je remontai à travers les grondements désordonnés, comme le bouillonnement des brisants. Je me souviens que je me sentais très calme. Je me souviens d'avoir crié, j'avais l'impression de crier, mais c'était peut-être seulement un murmure. Où est-elle? Qu'avez-vous fait? Il n'y avait ni jour ni nuit, seulement un clignotement. Après un temps, il y a eu à nouveau des chaises et un lit, et ensuite une fenêtre. Elle est en bonne main, disait-il, avec des gens compétents.
Vous êtes incompétente, mais vous voulez qu'elle ait ce qu'il y a de mieux, n'est-ce pas? Ils m'ont montré une photo d'elle, debout sur une pelouse, le visage comme un ovale fermé. Ses cheveux blonds étaient étroitement tirés derrière la tête. Une femme que je ne connaissais pas la tenait par la main. Elle n'arrivait pas plus haut que le coude de cette femme. J'ai dit, vous l'avez tuée. Elle avait l'air d'un ange, solennelle, compacte, composée d'air. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue, blanche et descendant jusqu'à la terre. J'aimerais croire que ceci est une histoire que je raconte. J'ai besoin de le croire. Il faut que je le croie. Celles qui peuvent croire que pareilles histoires ne sont que des histoires ont de meilleures chances. Si c'est une histoire que je raconte, je peux choisir son dénouement. Donc il y aura un dénouement à cette histoire et la vraie vie viendra après. Je pourrai reprendre là où je me suis arrêtée. Ce n'est pas une histoire que je raconte. C'est aussi une histoire que je raconte dans ma tête au fur et à mesure. Raconter plutôt qu'écrire, parce que je n'ai pas de quoi écrire et de toute façon il est interdit d'écrire. Mais si c'est une histoire, même dans ma tête, il faut que je la raconte à quelqu'un. On ne se raconte pas une histoire seulement à soi-même, il y a toujours un autre. Même quand il n'y a personne. Une histoire est comme une lettre, je dirais « cher toi », juste toi, sans nom. Ajouter un nom attache ce toi au monde réel, qui est plus hasardeux, plus périlleux. Qui sait quelles sont les chances de survie là-bas pour toi? Je dirais toi, toi, comme dans une vieille chanson d'amour. Toi peut représenter plus d'une personne, toi peut signifier des milliers de gens. Je te dirais, je ne cours aucun danger immédiat. Je ferai semblant je ferai semblant que tu peux m'entendre. Mais cela ne sert à rien car je sais que c'est impossible.